Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour un nouveau forum. Le chef de l'État togolais face à la nation, c'était dans la nuit du 30 décembre dernier, vœu traditionnel de Nouvel An, assorti d'une batterie de mesures sociales, économiques et sécuritaires. Quelles sont les grandes satisfactions de cette allocution de circonstances? Quelles en sont les attentes non comblées? Nous allons nous livrer à un exercice de commentaire composé du message présidentiel avec le ministre togolais en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Akola Ayewada. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Bonne heureuse année 2022. merci beaucoup. Bonne heureuse année à vous aussi, à tous les journalistes de Néo TV et du Togo, ceux-là même qui n'ont pas manqué d'accompagner notre pays durant cette période particulière. Je n'oublie pas évidemment les hommes et les femmes de l'ombre, les techniciens qui œuvrent au quotidien pour que l'information circule dans notre pays. Vous Merci. êtes le ministre des médias, notamment. Les journalistes attendent beaucoup de vous pour changer leur situation en 2022. Nous y travaillons au quotidien en collaboration avec les fêtières des différentes organisations et il me semble que quelques petits jalons ont été posés l'année dernière. Sur ces jalons-là, nous continuerons à construire pour l'année à venir. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat avec des questions écrites via WhatsApp. Je rappelle le numéro plus 228 96 46 10 31. 228 96 46 10 31. Que retenez-vous d'essentiel du message présidentiel? Pour les fonctionnaires, par exemple, le 13e mois remboursable vous semble-t-il avantageux? Quelles sont selon vous les urgences non couvertes par le discours de Faure Gnassingbé? On vous attend, vos questions. Réagissez déjà par message WhatsApp au plus 228 96 46 10 31 et vos questions, le ministre fera le plaisir de vous répondre également. Monsieur le ministre, avant de revenir à vous, un bref retour sur quelques annonces du président Faure Gnassingbé en illustration vidéo. J'ai instruit le gouvernement d'accorder aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, dès la semaine prochaine, une avance d'un mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. J'encourage le secteur privé à prendre les mesures similaires. Dans le même temps, des actions vigoureuses de contrôle des prix seront renforcées et se multiplieront sur toute l'étendue du territoire. Pour les départs à la retraite à partir de 2020, le paiement attendu des indemnités équivalent à 3 mois de salaire sera effectué dès ce mois de janvier. Les investissements nécessaires au renforcement du dispositif sécuritaire et des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité seront poursuivis et même accélérés dans le cadre de la loi de programmation militaire. Voilà, quelques mesures annoncées par le président de la République. Monsieur le ministre, nous allons revenir sur ces mesures une à une, mais pour le message dans son ensemble, il s'agit là sans doute du discours présidentiel le plus marqué par des objectifs spécifiques. Cette fois-ci, il y a eu du concret, ou presque. Cela témoigne de la posture du chef de l'État dans cette situation particulière. Vous l'avez dit, nous avons assisté à un discours plutôt charpenté, un discours structuré autour de 4 piliers essentiellement. Et il faut le noter, la question sécuritaire, le défi que nous pose la crise sanitaire, les questions relatives à la vie chère et à l'inclusion sociale et les libertés publiques. Donc pour le chef de l'État, il faut adresser ces 4 piliers pour pouvoir répondre non seulement aux défis de l'heure, mais également se projeter sur la nouvelle année qui s'ouvre, parce qu'elle ne sera pas exempte d'autres défis. Et le gouvernement a une feuille de route, et sur cette feuille de route, le chef de l'État insiste sur ce que la crise sanitaire ne sera pas une excuse pour l'atteinte des objectifs.
Donc, tout est construit dans ce discours-là pour démontrer que le chef de l'État se pose en protecteur, en garant de la protection sociale dans un État qui se veut solidaire et fort. Pour commencer avec la première mesure phare, c'est-à-dire le paiement d'une avance d'un mois de salaire dès ce mois de janvier aux fonctionnaires du secteur public, parapublic et aux retraités, remboursable par tranche jusqu'en décembre 2012. Mais quand il va falloir rembourser chaque mois, par exemple, durant toute l'année 2002, comment seront les fins de mois avec un salaire diminué d'un montant remboursable? Alors, la mesure en elle-même, il faut en parler, c'est une mesure d'urgence. C'est une mesure qui vient dans un contexte particulier pour parer à certaines difficultés que nos compatriotes rencontrent. Vous savez, la situation sanitaire n'est plus... on n'a plus besoin de disserter sur la situation sanitaire, l'on n'a plus besoin de parler des conséquences de la dite situation. On le sait, nos compatriotes le vivent au quotidien. Et cette période est particulière, la période des fêtes, qui, malgré les difficultés, est une période de communion. C'est une période où chaque citoyen dépense naturellement, se dépense pour exprimer sa capacité à créer de la joie autour de lui. Et on le sait aussi, les lendemains de fête ne sont pas des périodes fastes. Donc le chef de l'État a souhaité mettre de la trésorerie à disposition de nos concitoyens pour que ceux-ci puissent entrer de façon progressive dans la nouvelle année. Alors, dès la semaine prochaine, en tout cas tout le long du mois de janvier, ce salaire sera mis à disposition. Maintenant, les prélèvements, comme cela a été dit, seront lissés sur toute l'année. Alors, quelqu'un qui gagne 150 000 et à qui on met à disposition 150 000 se verra amputé, par exemple, chaque mois de 15 000 francs CFA. Alors, je pense qu'il faut compter avec l'intelligence des Togolais, parce que chacun de nos compatriotes sait que cette somme est une avance. Et cette somme dépensée permet, par exemple, de faire des provisions qui ne seront plus faites le long de l'année. Donc, il n'y a pas nous ne pouvons pas présumer de ce qu'il y aura plus de difficultés du fait de ces prélèvements qu'autre chose. Mais, vous savez, l'année a démarré. L'année a démarré et nous verrons au fur et à mesure de comment l'année se déroule pour voir si les prix baissent par ici ou là. Et le gouvernement ajustera son action, en tout cas, au service des Togolais. La tradition du 13e mois existe dans certaines sociétés, mais elle est non remboursable. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû aller au-delà de cette demi-mesure et rendre ce 13e salaire non remboursable pour les fonctionnaires? Je pense que la tradition du 13e mois est une belle tradition. Et lorsque vous prenez les entreprises privées dont il s'agit, régulièrement, il s'agit d'un 13e mois qui est adossé sur les performances de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est performante et qu'elle crée de la prospérité, de la richesse, cette richesse est redistribuée sur les salariés. Maintenant, nous sommes dans la fonction publique et parapublique. Le 13e mois n'existe pas dans le statut des fonctionnaires. Aujourd'hui, si on veut instaurer un 13e mois, il faut discuter avec les partenaires sociaux, il faut l'inscrire dans les textes. La question même de cette avance ne peut pas être considérée comme une demi-mesure. Moi, il me semble que c'est une réponse claire à une situation urgente. Maintenant, l'exécution même de cette mesure se fera en tout le mois de janvier et on avisera. Je pense qu'il ne faut pas anticiper sur les effets tant qu'on ne les a pas en main. Mais sachez qu'un 13e mois, il faut un cadre pour pouvoir le mettre en place. Le chef de l'État togolais a encouragé le secteur privé à faire de même. Est-ce qu'il y croit vraiment quand il l'a dit? Mais bien sûr, parce qu'attendez, l'avance sur salaire dont il est question ne remet pas en cause le 13e mois des privés. Pourquoi est-ce qu'on doit y croire? Pour quelques privés, pour la majorité des structures privées. Je le disais tout à l'heure, c'est une question de capacité de l'entreprise. Et si d'ailleurs, dans le cas du public et du parapublic, cette action a été possible, c'est grâce tout simplement à la qualité de la gestion des finances publiques. Parce que lorsqu'on avance le salaire, encore faut-il avoir les disponibilités budgétaires. Et là-dessus, il est clair qu'il faut saluer l'action du gouvernement
notamment par le jeu du ministère de l'économie et des finances et de toutes les directions qui travaillent dans ce sens pour assainir les finances publiques, pour faire en sorte que, malgré la situation de crise, il y ait cette disponibilité budgétaire pour accompagner nos concitoyens. Maintenant, pour revenir sur le secteur privé, pourquoi faut-il y croire? Il faut y croire tout simplement parce que durant cette période de crise, la qualité de la relation entre l'État et le secteur privé n'a jamais été aussi bonne. Les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises ont collaboré avec l'État durant cette période de crise pour juguler les effets de la vie chère notamment. Donc de ce point de vue, on peut raisonnablement croire que le secteur privé est main dans la main avec le gouvernement pour avancer dans cette situation. Mais finalement, est-ce que vous ne contribuez pas à créer des citoyens à deux vitesses, hein? Ceux qui ont régulièrement leur salaire et qui sont gratifiés d'un troisième mois d'un côté, et de l'autre ceux qui difficilement arrivent à joindre les deux bouts avec la petite étendue de leur marge salariale. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le secteur public. Exactement. Alors, vous savez, on est dans un État aujourd'hui qui est un État libéral. Il y a un secteur public qui est adressé par l'État et il y a un secteur privé qui parfois peut être particulièrement performant. L'État ne laissera sur le bord de la route personne. Peut-être que ceux dont vous parlez n'auront pas le bénéfice direct de cette avance sur salaire, mais les actions qui sont menées par le gouvernement au quotidien visent également à atténuer les effets de la vie chère sur tous nos citoyens. Et sur ces actions-là, on peut y revenir. Tout le long de l'année, l'État n'a pas manqué d'accompagner les concitoyens sur ces situations-là. De toutes les façons, est-ce que ce 13e mois ne sera pas perçu comme une goutte d'eau dans la mer dans un contexte d'inflation, de forte inflation? Les chiffres ont atteint des records dans la zone UEMOA, notamment au Togo. Et le chef de l'État compte renforcer le contrôle sur les prix des produits de première nécessité sur toute l'étendue du territoire national. On l'a écouté tout à l'heure. Comment va-t-il s'y prendre? Alors, sur l'avance sur salaire, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que spécifiquement, il s'agit de proposer de la trésorerie, de la disponibilité financière pour nos concitoyens. Mais en marge de cela, toute l'action gouvernementale est structurée pour juguler les effets de l'inflation notamment. L'inflation que nous vivons aujourd'hui est une inflation qui est d'abord importée, et ensuite une inflation qui est tirée de la spéculation que l'on peut observer dans nos villes. Maintenant, inflation importée, donc inflation due à un contexte régional et international qui est marqué par la crise et contre lequel le contexte, nous devons nous battre. Maintenant, au plan national, par contagion, nos compatriotes ou certains acteurs du secteur peuvent gonfler les prix. Donc c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que les prix soient maintenus à leur juste niveau pour ne pas enfoncer un peu plus les concitoyens dans la détresse. Et pour pouvoir maintenir les prix, il y a des actions de contrôle qui avaient déjà cours, mais qui vont être renforcées d'un point de vue matériel, d'un point de vue logistique. En marge de ces actions qui vont être renforcées, l'État lui-même a déjà commencé à faire des actions. Je vous le disais, lorsqu'on parle par exemple en pleine crise de la gratuité qui a été accordée pour les frais d'inscription au secondaire, il s'agissait en ce moment-là d'une action de l'État et cette action a un coût. Tout le long de l'année, le prix de certaines denrées a continué à être subventionné. Si le prix du riz n'a pas flambé, malgré les augmentations que l'on a pu observer sur le prix du fret, c'est aussi parce que non seulement l'État a continué à subventionner de façon importante le riz, mais c'est aussi parce que, à un moment donné, l'État a pris langue avec les différents acteurs du secteur pour rentrer dans une espèce d'administration des prix. Donc, vous voyez, les actions ont été menées tout le long de l'année et continueront à être menées parce que l'idée, c'est de ne pas déliter le tissu social, c'est de faire en sorte que l'inclusion sociale reste vécue par nos concitoyens au quotidien. Oui, mais donc concrètement, comment se fera le contrôle des prix? Vous allez envoyer des inspecteurs dans les marchés,
Des policiers, voire peut-être des militaires derrière les commerçants. Cela va se faire? Le ministère en charge du commerce a les outils nécessaires pour le faire. On peut citer des exemples, vous en parlez. Il s'agit de contrôle in situ, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui sont formés et qui sont déployés dans les marchés, dans les localités, pour vérifier si la pratique des prix respecte les règles qui sont fixées. Mais ces actions semblent inefficaces jusque-là, puisque cela a été toujours fait, sans conséquence. Alors, l'inefficacité dont vous parlez, moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit assise sur une étude. Parce qu'en réalité, très très régulièrement, on procède par induction, c'est-à-dire que l'on observe en une localité ou dans un marché une augmentation de prix et le raisonnement tend à généraliser. Moi, il me semble qu'il faut avoir une approche plus holistique, plus globale pour indiquer, en tout cas les résultats. Une fois que ces actions sont menées, il y a des rapports qui sont produits. Et c'est sur la base de ces rapports que les actions sont soit réorientées, parce que le gouvernement essaie d'agir avec beaucoup d'agilité, beaucoup de souplesse pour pouvoir régler les problèmes. Mais attention, ce travail est fait avec beaucoup d'humilité. Il n'a jamais été question de prétention à régler ou à régler d'un coup de baguette magique les difficultés. Non. Le challenge, c'est de continuer à les régler progressivement avec beaucoup de pédagogie et une fois que la pédagogie est assise, sanctionner les contrevenants. Est-ce que la mesure n'est pas tardive, hein, parce que vous avez laissé l'inflation atteindre un niveau record avant de prendre ces mesures fortes? Est-ce que vous n'auriez pas dû intervenir depuis le début de cette crise sanitaire? Je ne suis pas convaincu. Je le disais tout à l'heure, depuis le début de l'année, c'est peut-être la lecture que les uns et les autres font qui n'est pas globale. Depuis le début de la crise, toutes les mesures qui sont prises visaient justement à contenir les effets de la crise. Je vous parlais tout à l'heure de la gratuité scolaire, il ne faut pas la négliger. Même si on peut discourir sur cette gratuité, puisque les frais parallèles sont revenus en force. On peut y revenir. Et puis en train de retirer de la main gauche. On peut y revenir, mais pour l'heure, cette gratuité est un acquis. En marge de la gratuité, je vous parlais par exemple des subventions. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ces subventions. Le prix du carburant, par exemple, est resté subventionné à une hauteur dont nous pouvons nous réjouir parce que nous avons nos voisins qui ne procèdent pas de la même façon. Le prix du carburant, le prix du blé aussi, et le gaz domestique qui n'a jamais explosé, ce sont des montants très importants. 30 milliards par ici, 10 milliards par là. Nous ne sommes pas un grand pays et les efforts qui sont faits sont à la hauteur de nos moyens. Mais en marge, quand on prend les différents programmes qui ont réussi à être lancés, quand je prends par exemple le programme Wezu, qui concerne les soins de santé mère-enfant, femmes enceintes et mère-enfant, ce sont des apports de l'État pour alléger les dépenses de nos concitoyens. Et c'est autant de mesures pour juguler la crise notamment. Je peux vous ajouter non-vici. Au cœur de la crise, et non-vici aujourd'hui est une expérience. Nous pouvons là aussi nous en féliciter, une expérience qui est exportée, qui a été saluée par ailleurs, mais qui est exportée. Et cette expérience est la base de la réflexion globale de notre pays sur ce que sera l'architecture définitive de notre sécurité sociale. Bon, vous savez, moi je pense que la lecture ne doit pas être ponctuelle. Elle doit être élargie sur toute l'année et, disons-le, panoramique. Les mesures sont là, School Assure et les cantines scolaires. Cette année, alors même qu'on était en pleine crise, les cantines scolaires ont été élargies à d'autres localités. Et ce sont autant d'actions qui permettent à nos jeunes frères et sœurs d'être maintenus à l'école, mais qui permettent également à leurs parents de ne plus avoir de soucis à se faire de ce point de vue. On peut aller plus loin en matière de finances inclusives. Il y a un produit qui avait été lancé, un code aidé, et qui permettait aux uns et aux autres d'accéder au financement. Vous savez, il y a une critique qui est faite de façon régulière à la microfinance, c'est de ne mettre que des petites sommes à disposition des entrepreneurs. Un code aidé, c'était 5 millions à la base. Et au cœur de la crise, un code aidé a été monté à 10 millions pour permettre aux entrepreneurs d'avoir de la ressource pour pouvoir s'engager. Mais pourquoi ou comment est-ce qu'on est monté à 10 millions? C'est là aussi faire la politique de ces moyens. L'État a lancé un produit, a pris le temps d'observer les bénéficiaires
Et nos compatriotes ont fait montre de beaucoup de capacités de gestion et de reddition de comptes. À partir du moment où ils ont réussi à rembourser leurs prêts, on leur a donné la disposition, en collaboration avec des institutions bancaires de la place, de monter à 10 millions. Donc vous voyez bien qu'au cœur de la crise, le pays ne s'est pas arrêté. Le Togo n'a pas laissé ses enfants sur le bord de la route. Chacun, à un moment ou à un autre, a pu ressentir les effets de l'aide apportée par l'État au quotidien. Sur la question de l'inflation, je voudrais vous lire un commentaire d'un de vos détracteurs, Nathaniel Olympio, qui est le président du Parti des travailleurs. Il estime qu'un axe d'action possible dont vous disposez pour endiguer la hausse des prix, c'est de sérieusement lutter contre la corruption. Rien que sur ce volet, vous rendrez la vie plus supportable aux Togolais. Cela ne tient qu'à vous. Pourquoi vous ne le faites pas? La lutte contre la corruption est au cœur de l'action gouvernementale. Le challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux services sans avoir à payer plus qu'il ne doit. En début d'année, il a été voté un texte pour faire en sorte que les paiements soient complètement dématérialisés. Parce que dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que sur certaines situations, c'est la circulation importante de montants en liquide qui entraîne la corruption. Donc un texte est pris pour dématérialiser les circuits de paiement. Et aujourd'hui, progressivement, plusieurs administrations se convertissent à cette façon de faire. La loi sur les marchés publics. La loi sur les marchés publics a été révisée récemment, la semaine dernière d'ailleurs. Et cette révision a pour objectif de faire en sorte que les poches dans lesquelles l'on pouvait assister ou en tout cas se retrouver confronté à la corruption soient elles aussi vidées. Donc, vous savez, il est bien d'avoir une approche péremptoire sur des situations qui sont des situations que l'on doit déconstruire progressivement. On ne peut pas là aussi décider aujourd'hui de régler la question de la corruption et puis elle sera réglée. Ce sont des mesures qui sont prises, qui doivent continuer à être prises pour arriver à régler cette situation. Il y a une autre autorité dans notre pays qui est dédiée à cette lutte-là particulièrement. Mais chaque citoyen est aussi un élément pivot dans cette lutte. On le dit de façon banale, il n'y a pas de corruption ou il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Donc à un moment donné, c'est l'action civique aussi qui doit permettre d'accompagner l'État dans cette lutte contre la corruption. Ce qui ne rend peut-être pas visible vos actions, c'est ce que certains appelaient une sorte d'impunité sur des cas avérés qui sont de l'autorité publique. On n'a pas vu l'autorité sévir. Si vous voulez des exemples, on cite abondamment le cas de la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Gabon, où un contrôle, un audit a révélé un manque à gagner de plus de 600 millions de francs CFA. Il y a la construction de la route Lomé-Vaughan, par exemple, où il paraît que 26 milliards de francs CFA, sinon plus, se sont volatilisés. Je peux vous aligner d'autres exemples. Sur le cas du pétrole, des dossiers sont sortis. Vous avez, le gouvernement a commandité un audit qui n'a pas été rendu public jusqu'à présent. L'opinion n'est pas située sur ces faits. Ce sont des éléments qui risquent de doucher les résultats que vous annoncez là. Alors, les points que vous avez cités, en tout cas pour certains d'entre eux, ont été documentés par la haute autorité, la APLUSIA, mais ces points ont été documentés et transmis à un procureur de la République. Donc, vous savez, il y a un temps. Il y a le temps de la justice, et ce temps-là, il faut accepter parfois qu'il soit un peu long. Mais à partir du moment où la justice est saisie, le principe de la séparation des pouvoirs impose au gouvernement de ne plus s'ingérer dans ces affaires-là. Donc, on ne peut pas aujourd'hui objectivement estimer que le gouvernement s'est tu sur ces affaires. Parce que la justice est saisie pour la plupart d'entre celles que vous avez citées, et le chemin de la justice se fera pour que l'on sache le fin mot de l'histoire. Oui, mais sur ces questions, si on voit les pas lents de la justice à saisir les coupables et que de l'autre, on voit la célérité avec laquelle cette même justice s'en prend à des activistes, à des journalistes, à des hommes politiques, on se pose des questions, monsieur le ministre. Je pense qu'il n'y a pas lieu. Vous savez, dans une affaire judiciaire, la qualité de l'affaire ou la constitution de l'affaire peut commander
la célérité dont vous parlez. Lorsque vous avez une affaire qui est simple, évidemment, elle peut être réglée rapidement. Mais si vous êtes en face d'une affaire qui est plutôt complexe, mais il est légitime que la justice prenne son temps. Donc là-dessus, sachez tout simplement que la justice fera son œuvre et vous et moi, nous serons édifiés sur la question. De toutes les façons, où est-ce que vous trouvez les moyens pour faire ces annonces quand on sait que dans la crise sanitaire, il y a beaucoup de milliards de francs CFA qui sont partis dans les achats de doses de vaccins, de respirateurs et peut-être du matériel médical pour les médecins. Vous savez, chaque État fonctionne sur des projections budgétaires qui sont déclinées en ressources et en dépenses. Et ces ressources-là, différentes voies sont ouvertes pour aller les collecter. Les voies naturelles sont les impôts que l'on peut collecter. Ce sont nos ressources que nous pouvons collecter aussi sur ce que nous arrivons à exporter. En tout cas, notre pays travaille, il faut le dire. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné également par des partenaires. Et en fonction de tout cela, la clé aujourd'hui, c'est certainement le basculement dans le budget programme. C'est certainement le basculement dans le budget programme qui nous permet d'aligner la gestion sur véritablement des objectifs et aussi de rationaliser l'utilisation des moyens publics. En fonction de cela, je pense que l'État arrive à dégager des ressources pour pouvoir accompagner. Si pour les entreprises, par exemple, vous avez annoncé et exécuté des mesures d'accompagnement en rendant plus souple la fiscalité, comment se fait-il que pour le commun des mortels qui tire déjà le diable par la queue et le singe par la langue, vous créez de nouvelles taxes comme les taxes sur les véhicules à moteur par exemple, pour les péages, vous les augmentez. Comment cela se comprend? Les taxes qui sont aujourd'hui à jour, si on prend par exemple les péages, il ne s'agit pas, l'on n'a pas augmenté les frais de péage à ce que je sache, mais il y a des tronçons qui étaient déjà construits et sur lesquels l'on devait opérationnaliser le péage. Une fois que l'on a construit une voie de circulation, mais en réalité, cette voie, elle gagne à être entretenue, elle gagne à être réparée en cas de dommages sur la route, de points critiques. Mais comment financer cela? Notre pays n'a pas créé des taxes exorbitantes. Notre pays est malheureusement l'un dans lequel la collecte de l'impôt est insuffisante. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous passez devant la télé, vous voyez de part et d'autre des concitoyens qui occupent la voie publique jusqu'à 2-3 mètres. Je suis convaincu que si vous faites un micro-trottoir, vous serez édifié sur le fait qu'ils ne payent pas pour cette occupation notamment. Il y a plusieurs points en matière foncière, en matière d'habitation, en matière même d'audiovisuel. Nous recevons la télé aujourd'hui sans rien payer. Donc notre pays fait un effort pour contenir la pression fiscale sur ses concitoyens. Mais sachez aussi qu'il faut que chacun d'entre nous puisse contribuer justement à ce budget-là pour que les services sociaux de base puissent fonctionner, nos enfants puissent aller à l'école, que nous ayons l'éclairage chez nous et l'éclairage public. Donc, sur les véhicules à moteur, le pari qui a été pris par notre pays, en lien avec ses engagements, notamment en matière de développement durable, en matière de protection de l'environnement, c'est de faire en sorte que le parc automobile soit renouvelé. Et aujourd'hui, les frais de douane et autres taxes assimilées sur les véhicules neufs sont, n'est-ce pas, un effort que l'État fait pour régler ces difficultés-là aussi. Donc, il me semble qu'il faut rentrer dans une analyse d'équilibre. Pour pouvoir avancer, il faut que chacun apporte sa contribution. Mais chacun doit apporter sa contribution de telle sorte qu'il n'y ait pas de pression excessive sur les uns et les autres. Mais au même moment, cette contribution sert en retour pour, je le disais tout à l'heure, régler les problèmes sociaux, faire en sorte que notre pays tourne bien. Donc, au fond, ce que nous sortons de la main droite, nous la récupérons de la main gauche. Est-ce que vous ne devez pas aller plus vite que ça? Parce que quand le concitoyen togolais qui écoute les nouvelles du monde entier voit par exemple qu'au Ghana voisin, les frais de péage ont été supprimés dans le budget 2022 et que lui continue de payer,
quelques kilomètres plus loin. Est-ce qu'il n'a pas l'impression que de l'autre côté, ça va mieux que chez lui? C'est légitime pour le citoyen de penser cela parce que de façon très mécanique, on peut toujours penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais est-ce que l'herbe a la même qualité? C'est une discussion qu'on peut avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, comparaison n'est pas toujours raison. On peut considérer que le Ghana est plus riche que nous, mais je suis curieux de vérifier le niveau de pression fiscale des Ghanéens. Après, on pourra faire la comparaison. Je ne suis pas convaincu que les trajectoires des pays sont différentes. D'accord? Et nous avons pour objectif de faire de l'inclusion sociale le cheval de bataille. Petit à petit, si les disponibilités budgétaires de notre pays le permettent, évidemment, il va y avoir ce que l'on appelle sous d'autres cieux des cadeaux fiscaux, il va y avoir des exonérations, il va y avoir des possibilités. Mais sachez que, pour le moment, ces cadeaux-là, on les observe sur d'autres champs que sur le péage. Les téléspectateurs de Pas le Monde vous suivent, ils nous diront tout à l'heure ce qu'ils pensent de votre argumentation, de votre commentaire composé du message présidentiel, puisque les téléspectateurs ont la possibilité de nous écrire au plus 228 96 46 10 31. Posez vos questions directement donc au ministre qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Que retenez-vous d'essentiel du message présidentiel pour les fonctionnaires? Le 13e mois, est-ce que cela vous va? Est-ce que c'est avantageux ou vous le considérez comme plutôt un piège? Quelles sont selon vous les urgences non couvertes par le discours de Faure Gnassingbé? Nous vous attendons au plus 228 96 46 10 31. Monsieur le ministre, parmi les mesures annoncées par le chef de l'État, les fonctionnaires, les retraités peuvent se frotter les mains, et ceux qui partent pour la retraite d'ailleurs, vous faites revenir une mesure longtemps suspendue. Ils ont droit à 3 mois d'arriérés de salaire et ça va remonter encore plus loin. Après l'annonce présidentielle, d'autres mesures sont venues compléter ce que le chef de l'État a dit. Il me semble qu'on est ici dans la cohérence. Le chef de l'État a promis en 2019, dans son discours devant l'Assemblée nationale, que ces indemnités qui étaient suspendues depuis plusieurs années allaient être remises au goût du jour. Mais qu'il y avait des préalables à régler. Et ces préalables étaient notamment des questions de disponibilité budgétaire et de soutenabilité. La crise est passée par là, et comme je le disais tout à l'heure, le message du chef de l'État est clair, la crise ne constituera pas une excuse pour avancer dans le chemin des objectifs qui sont fixés. De ce point de vue, cette année, dès janvier, 3 mois sont mis à disposition de ces retraités-là. Mais l'on est allé encore plus loin. L'on est allé jusqu'à de 2011 à 2019. 2011, je pense. Voilà. Et ceux qui sont concernés dans cette fourchette, eux, en revanche, ils auront au moins 2 mois. Sur les 2 mois, pour chacun d'entre eux, où le cumul des 2 mois ne fait pas 350 millions, 350 000 aura 350 000. Autrement dit, chacun aura au moins 350 000. Supérieur voilà, ou égal à 350 000. Donc, en réalité, c'est la qualité de la gestion. Moi, il nous faut insister là-dessus. C'est la qualité de la gestion. C'est aussi la vision que le chef de l'État imprime à son pays. Faire en sorte que la solidarité, l'inclusion dont on parle, elle est aussi illustrée là. Les retraités sont souvent considérés comme les parents pauvres du développement, mais au fond, ils ont été utiles pour notre pays et à ce titre-là, l'on essaye de les maintenir dans la gestion ou dans la réflexion collective sur la trajectoire de notre pays. Mais on parle de ceux qui partent pour la retraite. Mais monsieur le ministre, il paraît qu'il y a une pratique désormais. Les gens partent, mais ne quittent pas la fonction publique. Ils se font confectionner, comment vous l'appelez, des contrats pour prolonger les retraites, ce qui crée des frustrations au sein de la fonction publique. En préparant cette émission, j'ai écouté quelques fonctionnaires se plaignent de cette situation. Pourquoi vous ne laissez pas les gens partir à la retraite une fois que le temps... Alors,
vous avez tendance à dire que l'État est esclavagiste, c'est-à-dire qu'il maintient les compatriotes en emploi alors que ceux-ci souhaiteraient partir. Non, cette situation n'est pas... Ce sont eux-mêmes d'ailleurs qui font les pieds et les miens pour rester au service malgré la retraite. Alors cette partie qui a pu exister, elle n'est pas documentée, mais ce que je sais, c'est que l'État peut, en fonction de la qualité de la personne, en fonction de la pénurie qui peut exister sur des compétences pointues, l'État peut proposer un contrat à un fonctionnaire pour que celui-ci reste en emploi le temps de trouver un remplaçant. Ce n'est souvent pas le cas, c'est souvent pour garder des avantages, des indemnités. Je voudrais bien en avoir les preuves. Moi, j'ai déjà vu en fin d'année un certain nombre de nominations passer pour remplacer des fonctionnaires qui partaient à la retraite. Donc, je pense qu'il vaut mieux juger sur pièce. Hein. On vous apportera les pièces alors. Je voudrais, avant qu'on fasse une pause, aborder aussi l'investissement et le remboursement des dispositifs sécuritaires des forces armées togolaises confrontées à des défis de plus en plus grands, notamment le terrorisme. Le chef de l'État a évoqué donc les premières alertes constatées au nord du pays. Je ne sais pas si vous êtes bien outillé sur les questions militaires, mais aujourd'hui, est-ce que les forces armées togolaises ont les moyens nécessaires pour faire face donc justement à cette menace? Je pense que la réponse à cette question est certainement celle qui a été apportée par nos forces de défense et de sécurité à San Luaga. Si nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas les moyens pour pouvoir repousser l'attaque, je pense que vous et moi, nous ne serions pas ici en train de discuter. Nos forces de défense et de sécurité constituent notre premier rempart contre le terrorisme, en tout cas sur place. Mais il faut aller au-delà. Vous savez, dès le début du quinquennat, il a été voté une loi de programmation militaire. Et c'est une loi qui est étalée sur 5 ans. Avec quelle vocation? C'est de continuer à renforcer nos forces de défense et de sécurité, de travailler sur leur statut et de nous permettre d'être prêts, en tout cas au plan militaire, pour répondre à toute éventualité. Donc là-dessus, je pense que vous pouvez être rassurés sur ce que, aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité disposent de ce qu'il leur faut pour pouvoir répondre. Mais comme en matière militaire, l'anticipation est toujours la clé, ils continueront à être dotés pour pouvoir répondre. Mais sur la question du terrorisme, si vous avez bien écouté le message de son Excellence Faure Sozim Lanyasingbe, vous verrez bien qu'il a insisté sur un point, c'est la qualité multidimensionnelle de la réponse. Et il le dit, aujourd'hui, la réponse, elle est d'abord sociale. Elle est d'abord sociale parce qu'elle nous permet d'anticiper ou d'éviter que certains concitoyens ne puissent être enrôlés par ces groupes armés terroristes. Et là-dessus, un programme spécifique a été mis en place dans les savanes, un programme d'urgence a été mis en place pour venir renforcer tout ce qui se faisait déjà et faire en sorte que nos compatriotes des savanes se sentent constamment intégrés dans la République, concernés par les actions de l'État. En matière d'eau, le projet PASCO, qui est en cours de déploiement entre les savanes et la Kara, va dans ce sens. Vous ne pouvez pas imaginer les difficultés que l'État peut rencontrer dans cette zone. Ce sont des zones, il faut y aller pour savoir, ce sont des zones où l'habitat est complètement éclaté. C'est-à-dire que vous avez un groupe de 30 personnes qui vit à 45 km d'un autre groupe, etc. Ce qui impose à l'État, par exemple, de créer des adductions d'eau un peu partout. Alors que si tout ce groupe était localisé au même endroit, les actions auraient pu être plus concentrées. Ce sont des défis, mais l'État ne recule pas devant ces défis-là. L'État est obligé d'aller chercher chacun des Togolais et de lui tenir la main. Au-delà de cette réponse qui est une réponse sociale, multidimensionnelle, je le disais, avec l'adduction d'eau, la construction de classes, l'accès à l'électricité, mais il y a également une réponse qui est une réponse régionale.
Réponse régionale parce que le phénomène terroriste n'est pas un phénomène classique, c'est un phénomène de guerre asymétrique qui impose que les uns et les autres se donnent la main pour travailler. Et de ce point de vue, la position de leader de notre pays n'est pas discutée. Le Togo a réussi à mettre autour d'une table les Ghanéens, les Ivoiriens et puis les Burkinabés pour mener une opération afin, là aussi, de répondre aux agressions terroristes. Donc vous voyez bien que le discours du chef de l'État a insisté sur cette conscience claire que chacun d'entre nous doit avoir. Lorsqu'on parle de phénomène terroriste, parce qu'on ne l'a pas vécu, on peut avoir une approche assez floue. Mais il faut le savoir, aucune activité ne peut prospérer dans un environnement de terreur. C'est pour cela qu'il nous faut rechercher constamment la paix. Est-ce que ça va régler le problème terroriste, plus de moyens aux forces armées? Parce qu'on l'a vu dans d'autres pays qui ont commencé par voir plus clair dans cette affaire. Il a fallu nouer des alliances avec d'autres puissances. Je le disais tout à l'heure, notre pays a pris le parti d'apporter une réponse multidimensionnelle. Si le Togo, le chef de l'État, n'a pas discuté avec son homologue ivoirien, son homologue ghanéen et celui burkinabé, la réponse n'aurait pas été régionale. Et il me semble qu'aujourd'hui, nos compatriotes... Est-ce que la région apporte une réponse? Est-ce que ça va au-delà de la région? Évidemment. On parle de la Russie, on parle de la Turquie, on parle de la Chine. Alors, là, on est sur d'autres sphères. Nous, pour l'heure, nous apportons une réponse au plan international en contribuant au contingent de la MINUSMA, en contribuant en Centrafrique. Mais à notre échelle, à l'échelle régionale, les réponses que nous apportons sont celles-là. Le chef de l'État, vous l'avez dit, a évoqué la construction d'unités de soins périphériques, la construction de plus de 5000 salles de classe, ainsi que des garanties de liberté, des droits et devoirs. On va réécouter Faure Gnassingbé, un extrait de son allocution du 30 décembre, et nous revenons pour la conclusion de cette première partie. Dans le domaine de la santé, la construction d'unités de soins périphériques, communément appelées les USP, dans toutes les régions, de même que la réhabilitation des infrastructures et leur équipement donneront corps, dès l'année 2022, au projet Services essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction en 2022 de plus de 5000 salles de classe et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Les libertés publiques, individuelles et collectives, sont des conquêtes précieuses qui balisent la voie de la construction de notre nation et chacun d'entre nous doit en être la sentinelle vigilante. L'expression de tous les points de vue est légitime, mais elle doit s'inscrire dans le respect des limites définies par la loi, faisant prévaloir le civisme et la courtoisie en dépit des divergences. Je resterai le garant intransigeant de l'exercice équilibré des droits, libertés et devoirs des citoyens, conformément aux dispositions de la Constitution de notre pays. Puisse le Tout-Puissant nous venir en aide. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Faure Sozibla Gnassingbé, président de la République du Togo. Monsieur le ministre, est-ce que le président ne prend pas trop de risques avec autant de chiffres dans le temps? On parle de construction d'unités de soins périphériques avec des équipements dans toutes les régions en 2022. On parle de la construction de 5000 salles de classe en 2022. Ça veut dire que vous êtes attendu au tournant. On le dit là aussi de façon très triviale, que gouverner c'est prévoir. Ces chiffres sont assis sur une réalité. Lorsque le chef de l'État annonce 5000 salles de classe pour 2022, les 5000 salles de classe dont il s'agit ici ne sont qu'une fraction des 30 000 prévues jusqu'à 2025. Donc, tout est en place pour que
les salles de classe puissent être engagées. Mais d'ores et déjà, il y a déjà eu des réalisations. Il y a eu 300 salles de classe réhabilitées sur le budget de l'État en cette fin d'année. Il y en a eu près de 300 autres aussi qui ont été construites d'ores et déjà. Sur les unités de soins périphériques, les études sont en place. Si le chef de l'État fait une annonce de ce type, il engage son peuple à l'attendre au tournant, comme vous dites, à vérifier sa capacité à atteindre ses objectifs en fin d'année. Je voudrais qu'on aborde avant la pause la question des garanties des libertés et des droits et devoirs dans le respect des limites définies par la loi, comme il a dit dans son discours. Monsieur le ministre, cette année particulièrement était difficile en matière de respect des libertés pour les citoyens, avec des arrestations de chefs de partis politiques, de journalistes et d'activistes. Alors, difficile, je pense que c'est un point de vue. Et les arrestations dont vous parlez, je pense qu'il est difficile de les placer sur la remise en cause des libertés publiques. Vous savez, il est très rapide de penser que parce qu'on a une qualité, l'on est en dehors du champ légal. Ce n'est pas parce que l'on est président d'un parti politique que l'on n'est pas un citoyen. Ce n'est pas parce que l'on est journaliste que l'on n'est pas un citoyen. À chaque fois, il faut connaître les périmètres de protection et les périmètres hors protection, justement. Lorsque vous, en votre qualité de journaliste, vous sortez dans la rue et dans l'expression même de votre libre arbitre, vous administrez une gifle à un passant, ce n'est pas votre qualité de journaliste qui va vous faire échapper aux rigueurs de la loi. Donc, dès lors que les actions en question tombent sous le coup du droit commun, l'on ne peut pas changer les qualifications et se retrouver derrière une remise en cause des libertés publiques. Moi, je pense que là-dessus, il faut avoir une lecture assez très claire, très nette de la situation, en considérant que nos qualités individuelles ne nous font pas automatiquement échapper au droit commun. Mais vous parlez de gifle. Ici, il ne s'est pas agi de gifle comme sur la joue de Macron. Il s'est agi de paroles, d'expressions. Qui peuvent être ressenties comme une gifle, soit dit en passant. Lorsque vous exprimez vos opinions, les opinions doivent être exprimées dans un cadre légal qui est défini. Nous ne l'avons pas inventé. Si ces opinions sont exprimées hors du cadre légal, il est normal que la rigueur de la loi s'applique. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Il n'y a aucune difficulté. En votre qualité de journaliste, aujourd'hui, si vous présentez ce forum depuis plusieurs années, est-ce qu'à un moment donné, vous avez passé une minute en prison? Non. Cela voudrait dire que vous n'êtes pas sorti du cadre légal. Donc là-dessus, moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On va revenir sur cette question dans la seconde partie de notre émission, le temps que les téléspectateurs nous rejoignent aussi par leurs questions écrites. Ils sont très très nombreux d'ailleurs à vouloir vous entendre sur leurs préoccupations au plus 228 96 46 10 31. On marque une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans un instant pour la suite de New World Forum.